C'est notre rendez-vous du week-end, une semaine dans le monde de l'actualité vue par nos éditorialistes. Nous accompagne ce soir Patricia Alémonière. Bonsoir Patricia, vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales. À côté de vous, Ziad Limam. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Vous êtes directeur du mensuel Afrique Magazine. Laure Simouès en face de vous. Bonsoir Laure. Directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Et puis Gates Binassian, vous êtes journaliste au Monde et enseignant à Sciences Po. Alors voyons ce qui va concentrer nos échanges ce soir. Il fallait avoir le cœur bien accroché cette semaine pour naviguer sur les marchés. Donald Trump continue de donner le tempo. La Chine a décidé de rendre chaque coup. Alors quelles peuvent en être les conséquences sur l'économie mondiale? Le reste du monde, plus ou moins, a obtenu 90 jours de répit avant l'application de nouvelles taxes. Donald Trump qui s'est emparé d'un autre dossier délicat, celui du nucléaire iranien. Les discussions directes reprennent avec beaucoup d'incertitudes. L'Iran évoque d'ailleurs plutôt des discussions indirectes. Que veut-il obtenir, Donald Trump? Quelle garantie a-t-il donné à Israël? Benjamin Netanyahou était reçu à la Maison-Blanche en début de semaine. La mobilisation populaire en faveur du maire d'Istanbul se poursuit. Ekrem İmamoğlu est emprisonné depuis 3 semaines et fait face à plusieurs procédures judiciaires. Son parti dénonce un coup d'État mené par Recep Tayyip Erdogan. Son procès qui aurait dû s'ouvrir, l'un de ses procès qui aurait dû s'ouvrir aujourd'hui a été reporté au 16 juin. Mais un autre, il a pu comparaître rapidement pour un autre d'entre eux. Allez, c'est ce qu'on va aborder dans un instant. Mais tout d'abord, voyons ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine notamment. Léger répit sur les marchés après une semaine folle. Donald Trump a finalement décidé de ramener provisoirement à 10% les droits de douane imposés aux pays qui n'ont pas riposté. En revanche, la surenchère avec la Chine est stratosphérique au moment où je vous parle, car les développements sont véloces. La Chine a porté à 125% ses surtaxes sur les produits américains, tandis que les États-Unis ont annoncé taxer les produits chinois à hauteur de 145%. Donald Trump reste bien évidemment très confiant. Nous sommes dans une bonne situation, tout se passe bien. Il y aura des coûts et des problèmes liés à la transition. Mais au bout du compte, tout va bien se passer. La porte est ouverte pour des négociations, mais ce dialogue doit être mené sur un pied d'égalité basé sur le respect mutuel. Si les États-Unis choisissent la voie de la confrontation, la Chine se battra jusqu'au bout. C'est toute l'économie mondiale, Patricia, qui est en train de vaciller depuis une semaine. Je crois c'est toute l'économie mondiale qui vacille depuis que Trump a lancé cette grande journée de tarifs en annonçant avec son fameux tableau. À partir de ce moment-là, tout le monde est rentré dans un état de transe, mais il nous habitue un peu à ça. Non, il y a deux choses. Il y a effectivement l'incertitude qui règne aujourd'hui autour de ces 10% pendant 3 mois. Et cette incertitude se marque essentiellement parce qu'on le voit à New York, la bourse s'est un peu rétablie, mais sur le marché des obligations et sur la dette américaine, la situation reste très tendue. Ce qui fait qu'il y a une crise de confiance du monde entier autour de ce qu'est la puissance américaine globale dans le monde. Une crise de confiance aussi à l'intérieur même du pays, puisque 70% de cette fameuse dette américaine est détenue en fait par les Américains eux-mêmes. Donc ça prouve bien que si les gens se désengagent, il y a une crise de confiance même à l'intérieur du pays. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est l'affrontement des deux titans, en quelque sorte. États-Unis, Amérique, avec deux réalités complètement différentes. L'un des pays est une dictature totale quand même, où même si l'on dit oh oui, l'économie chinoise se porte mal, même si, etc., n'empêche que c'est le parti, enfin en tout cas le chef du parti communiste qui dit, le dirigeant du pays qui décide du taux de change, c'est lui qui décide si vous allez manifester ou pas. Alors, la seule incertitude qui règne en Chine, c'est la classe moyenne. Vous savez, cette classe moyenne supérieure qui avait manifesté durant le Covid et qui avait fait un peu reculer le maître des lieux, j'ai envie de dire. C'est la seule chose qui pourrait faire bouger le président chinois, mais pour l'instant, il n'y a aucune raison qu'il cède à l'Amérique parce que c'est un rapport où Donald Trump veut qu'il cède et lui, il dit non, je ne céderai pas. Donc là, on est dans un rapport de force. Simplement, et j'en finis par là, il faut se souvenir que lors de Trump 1, il y avait déjà eu cet affrontement moins important et il y avait eu des négociations qui avaient abouti 1 an et demi après à un espèce d'accord qui avait revolé en éclats avec le Covid.
Il n'en demeure pas moins, Ziad, que la méthode de Trump est inouïe et elle fait des montagnes russes, C'est un joli mot, ça, inouï. Oui. Je pense que c'est pas mal. La méthode est inouïe. Les gens qui l'entourent, un certain nombre d'entre eux sont inouïs. Après, comme toujours avec Donald Trump et l'école qui le suit, arriver à faire la part de ce qui relève d'un vrai projet, d'un vrai plan, et ce qui relève de l'hubris du patron qui est un peu fêlé, qui croit qu'il est le maître du monde, que je trouve quand même, j'aime pas dire ça, mais physiquement moins d'allant que Trump 1. C'est plus lent. Voilà. Donc il y a ces deux choses-là. Il y a un plan américain qui n'est pas un plan nouveau, qui chez les républicains, depuis longtemps, on cherche des moyens de sortir de la dépendance que l'Amérique a créée pour elle-même, puisque c'est elle qui a quand même inauguré cette grande période de la mondialisation, de la globalisation, de l'outsourcing, de déplacer les emplois, de gagner beaucoup d'argent avec ça, qui sont passés par Wall Street, etc. Donc, ils sont dans cette dialectique de rapatrier de la richesse industrielle, dans cette dialectique de faire baisser le dollar, dans cette dialectique de mater, excusez-moi le terme, parce que c'est un peu ça quand même, de mater le système économique à leur profit. C'est pour ça qu'on s'attaque à l'Europe, qui est perçue comme un danger majeur, alors que nous, on a une bande de commerçants dans les mêmes frontières et qu'on essaye de gagner de l'argent, mais on n'est pas très dangereux. Ah non, il faut mater l'Europe. Et il y a un certain nombre de stratégistes aussi qui ont théorisé la lutte contre la Chine. C'est-à-dire, en gros, on a une fenêtre de 10-15 ans pour bloquer la Chine, pour la mettre à l'arrêt, parce que sinon... Et là, il y avait... sinon, le masculanisme, d'ailleurs, qu'il y a aussi chez ces gens-là, est très perturbé parce que la Chine va prendre le pouvoir sur la planète. Donc ça, c'est un vrai raisonnement. Après, c'est fait n'importe comment. Ça aurait pu être négocié en partie. C'est fait en contradiction avec les intérêts américains. Et c'est là qu'on arrive au deuxième point qui, moi, me fascine. C'est qu'on ne peut plus défaire le système, en fait. On peut dire souverainisme, frontières, mais la réalité, c'est que ces économies sont tellement imbriquées. Tu parlais des obligations et des bons du trésor. Les Chinois, ils peuvent utiliser les bons du trésor pour faire mal, mais s'ils font mal avec les bons du trésor, ils se font mal à eux-mêmes parce que le système pète. Et si le système pète, c'est tout le système qui pète, c'est pas juste l'Amérique. Et quand les Américains attaquent les Chinois frontalement, ils oublient qu'ils leur fournissent des équipements informatiques, ils oublient qu'ils leur fournissent de l'énergie, le gaz américain, etc. Ils oublient plein de choses, qu'ils sont un des partenaires essentiels de la Chine. Donc tout ça, c'est marié, c'est lié, c'est consanguin, c'est impossible de défaire ça avec la violence que ces gens mettent dans le système. Et bon, après, je parlerai, si j'ai 5 minutes tout à l'heure, des pays pauvres, dont on ne parle jamais depuis des pays émergents et des pays pauvres, qui vont en prendre plein la figure. Notamment en Asie et en Afrique aussi, évidemment. Mais, tout le monde. Et Gaëtz, sur justement ces rapports de force qui sont en train de se réorganiser, on a entendu la Chine cette semaine, immédiatement et en fin de semaine, là, appeler à la coopération avec l'Australie. Alors l'Australie a dit tout de suite non, mais les Européens notamment, en faisant bloc, mobilisons-nous ensemble face aux États-Unis. Donc tout est imbriqué, mais il y a malgré tout peut-être une réorganisation qui se fait dans les alliances économiques. Effectivement, la réaction chinoise était attendue. Cet appel à l'Union européenne comme garant d'un système multilatéral et un système international fondé sur le libre-échange et la coopération. Nous sommes dans un monde interdépendant, pas uniquement sur le plan politique, mais surtout sur le plan économique et social. Et je rejoins Ziad quand il dit que finalement, prendre une mesure qui va à l'encontre de toute rationalité économique, finalement, c'est se renvoyer le boomerang. Et c'est ça qui fait peur quelque part. Parce que finalement, à quoi ça sert tout ça? Je veux dire, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Le monde n'est pas déjà bouleversé par la guerre en Ukraine, par le Proche-Orient. Et là, la première puissance mondiale, a priori, nous plonge dans l'incertitude, tellement Trump est non seulement inouï, mais imprévisible. Et la période de 90 jours, est-ce qu'elle va devenir définitive? C'est-à-dire on reste sur 10%? Ou est-ce qu'il va revenir en disant maintenant... Et c'est possible qu'il
qui reviennent en disant je vais taxer à nouveau les pays de l'Union européenne. Comment négocier avec 75 pays en 90 jours? De toute façon, et donc, logistiquement, on se dit que c'est impossible. on a ce souci, alors, notamment entre les deux, c'est États-Unis et Chine. C'est une bataille, je dirais, un peu de poker. C'est à celui qui va bluffer le plus ou pas. Mais en même temps, on est embêté parce qu'il faut le prendre au sérieux. La preuve, les bourses chutent ou alors... et en même temps, on se dit, mais... Qu'est-ce que c'est que cet individu? On dirait un enfant de 10 ans qui joue qui est prêt avec... à tout casser. Et qui en plus fait prendre des risques non seulement à l'économie de son pays, mais à l'ensemble du monde et à la paix, en prenant aussi un autre risque, c'est les délits d'initiés. Vous avez vu ce qui s'est passé au Congrès américain. Est-ce que c'est une manipulation de marché? Est-ce que c'est un délit d'initié? Il y a une enquête qui en passe. Est-ce qu'il y aura une enquête aussi d'ailleurs? Déjà d'une. Et deuxièmement, je pense que nous autres journalistes, observateurs, ce que vous voulez, on est embêtés parce qu'on ne sait pas comment vraiment décrypter la politique de Trump, puisqu'il dit tout et son contraire. Donc on va d'un côté, on va commenter ou analyser pour dire ceci, et le lendemain, il va dire l'inverse, et on va revenir pour dire... Donc on s'y perd vraiment, et je pense qu'on peut imaginer que petit à petit, les Européens, les Chinois, les Indiens, les Russes, mettons à part, parce qu'ils sont dans une relation privilégiée pour l'instant avec Trump. Mais on peut imaginer que le reste du monde fasse sans Trump. Je n'ai pas dit sans les États-Unis, mais fasse sans Trump. Qu'il y a un isolement, vous y croyez? Pas un isolement, mais une manière de dire on ne te prend plus au sérieux. Alors, moi, je pense que déjà l'idée qu'on ne prend pas au sérieux, ou en tout cas qui nous inquiète, est marquée par la réaction des marchés, par la fuite justement des supports financiers américains. On voit aussi que même les Allemands s'attendent à tellement d'imprévisibilité qu'ils retirent leur stock d'or. Enfin, ils ont annoncé qu'ils voulaient retirer leur stock d'or. Donc, ça dit bien cette défiance qui est en train de monter vis-à-vis de l'Amérique. Mais ce qui est fou chez cet homme, c'est que il n'a pas tort à 100%. C'est-à-dire quand il dit que la Chine, qui se targue de respecter les règles de l'OMC, c'est justement l'État par excellence qui, est une dictature, fait travailler des gens dans des conditions extrêmement dangereuses et inhumaines. Et deuxièmement, qui se moque totalement des fameuses règles de l'OMC en pratiquant une politique de subvention et de tarifaire à l'intérieur de ses frontières, en mettant la monnaie, le yuan, à une valeur qui n'a rien à voir avec sa valeur réelle. Donc, on est, nous, Européens, pris en étau entre deux États, j'ai envie de dire, qu'on pourrait appeler du temps de Reagan, des États voyous, en quelque sorte. L'un qui se conduit comme quelqu'un qui veut faire un hold-up sur l'économie mondiale, Donald Trump, et l'autre qui est un voyou, qui ne respecte aucune des règles sous prétexte qu'il les respecte. Et nous, Européens, effectivement, toujours gentils. Alors, notre seule chance, c'est qu'aujourd'hui, on peut incarner, si tant est qu'on se défende d'une façon correcte, un semblant de stabilité et un respect de certains ordres. Et c'est la seule chose sur laquelle il faut qu'on se batte, mais faut-il encore qu'on soit unis? Et ça, c'est toute la question européenne. Mais je crois que vous n'avez pas 5 minutes, vous avez 1 minute. J'ai 1 minute juste pour revenir sur quelque chose qui, moi, me semble important. Derrière tout ça, il y a des enjeux de puissance. Moi, je suis stupéfait par les commentaires qu'on lit aux États-Unis, par la classe politique, la manière dont ils parlent des Chinois, la manière dont ils parlent des Européens, le vice-président, la manière dont il parle de l'Europe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les Américains, c'est une lutte pour la suprématie, pour un certain nombre d'Américains, lutte pour la suprématie mondiale, la fin du mythe déjà très fatigué depuis Barack Obama de cet Occident unifié qui a les mêmes intérêts. Je crois que c'est Védrine qui a dit on n'est devenus que des cousins germains, j'ai lu ça quelque part aujourd'hui. Il n'y a plus d'Occident au sens de cette unité stratégique post-guerre mondiale. Etc. Donc ça, c'est la redéfinition. Et les deux géants, moi je suis moins sévère sur la Chine parce qu'il faut voir d'où elle vient, cette Chine aussi. Elle vient d'un état de pauvreté absolue il y a 60 ans et qu'elle s'est imposée, c'est quand même unique dans l'histoire du monde. Et je comprends que les Américains, ça les scotche. C'est-à-dire qu'en 60 ans, un régime certes autoritaire, dictatorial, ceci, cela, est passé de la pauvreté absolue crasse à la première puissance en volume de l'économie mondiale. Et militairement, ils suivent. Et donc, tout ça, ça bouleverse les mentalités. Et donc, c'est là l'instabilité. C'est pour ça que les marchés flippent, c'est pour ça qu'on ne sait plus où on va, c'est pour ça où on sait plus où mettre l'argent. On n'est plus dans un monde de puissance, justement. Et c'est ça tout le travers. On est dans un monde d'impuissance. Et de diplomatie de la faiblesse. Rien ne fonctionne comme voudraient que les Américains fonctionnent, ou les Chinois, ou je ne sais qui. La chance qu'on a, nous, en Europe, si on a bien un domaine
où on peut peser sur le monde, c'est bien l'économie et la finance. Parce qu'on a des économies hyper intégrées. Et donc ça, c'est peut-être une chance pour nous, Européens. Mais là, le bras de fer qu'il y a entre Trump et Xi Jinping, c'est à la fois inquiétant et risible en même temps. Parce qu'on sait très bien que les deux ne sortiront pas vainqueurs. Parce qu'il n'y a plus de vainqueurs, il n'y a plus rien. Donc c'est le monde entier qui risque de... Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait personne pour dire, il n'y a pas une autorité, une voie morale, une voie d'éthique pour dire arrêtez le jeu, là, ça suffit. Laure, sont peut-être les dessinateurs qui nous montrent ce qui ne va pas. Eh ben non, mais les dessinateurs, ils traduisent ce qui vient d'être brillamment dit. J'aime autant vous dire qu'on en a reçu énormément. Hein. Des semaines pareilles, faut pas s'étonner. Donc, promis, je vais faire vite, mais j'en ai quand même... Non, allez-y. Si ça vous montre on fera moins l'eau un premier dessin du grand dessinateur américain Koterba. On parlait des montagnes russes. Eh ben voilà. Voilà comment les bourses cette semaine ont été tourmentées. Elles ont été évidemment éprouvées. Que feraient les dessinateurs sans la cravate rouge de Donald Trump qui sert beaucoup. Un autre dessin, on parlait de poker, du dessinateur français Rodot. Ben voilà, la métaphore du casino, elle est très utile. Trump et les droits de douane, faites vos jeux. C'était aussi une possible traduction de tout ce qu'on a pu voir cette semaine. Un autre dessin extraordinaire de la dessinatrice australienne Will Cox. On parlait du sale gosse à l'école, mais voilà, c'est la métaphore de la classe. Après que Trump, évidemment, ait jeté un beau bordel. On l'a dit, la suspension des taxes pendant... Oui, un bazar, c'est vrai. Pendant 10 jours, c'était prévu depuis le début, hein, il a dit. Et la maîtresse, elle s'en émerveille. Il est tellement intelligent, il nous a tous piégés. Et puis, vous verrez sur le mur, le tableau blanc, la citation quand même extraordinaire de cette semaine. Voilà, on ne va pas recommencer. On va pas traduire, mais enfin, elle est là, parce que c'est quand même édifiant ce genre de déclaration. Un autre dessin extraordinaire, du dessinateur suisse Hermann, avec un jeu de mots bien trouvé pour justement raconter l'hubris du locataire de la Maison Blanche. Les économistes ne comprennent rien à l'égonomie. Vous interpréterez comme vous voudrez la fameuse cravate rouge qui pointe vers le haut. Ce dessin aussi du dessinateur français Truand, qui s'appuie, vous savez, les dessinateurs, ils s'appuient beaucoup sur cette signature devenue iconique. Donc c'est un petit peu, voilà, le plan Trump pour les nuls. Hein. Comment comprendre ce qui s'est passé. Donc le 2 avril, c'était en haut. Le 9 avril, c'est en bas. Dire qu'on n'est qu'en avril et qu'il va falloir tenir tout un mandat comme ça. Et puis en bonus, pour terminer, le dessin de la dessinatrice allemande Lance Schulz, qui a un talent rien qu'à elle pour placer vraiment la focale là où personne ne l'attend. Mais on parlait des pays pauvres, ben voilà, justement, un pauvre. J'ai trop la chance de ne pas avoir d'action. C'est effectivement peut-être un motif de réjouissance que certains ont pu avoir cette semaine. Concernant l'Iran, quelle méthode Donald Trump va-t-il choisir? Des négociations directes à haut niveau autour du nucléaire ont été annoncées par Washington, qui insiste d'ailleurs à l'instant même. La Maison-Blanche répète, oui, ce seront bien des négociations directes, parce que Téhéran n'en est pas vraiment convaincu. Je rappelle que les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis 45 ans. Donald Trump continue malgré tout de faire planer la menace d'une action militaire contre l'Iran s'il n'obtient pas ce qu'il souhaite. Écoutons-le à nouveau. C'est un début. Nous avons un peu de temps, mais pas tant que ça, parce que nous n'allons pas les laisser avoir une arme nucléaire. Nous ne pouvons pas les laisser avoir une arme nucléaire. Et nous allons les laisser prospérer. Je veux qu'ils prospèrent. Je veux que l'Iran soit prospère. La seule chose qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est une arme nucléaire. Ils le comprennent. Vous savez, les gens sont tellement incroyables en Iran, ils sont tellement intelligents. Ce sont des gens très intelligents. Mais vous savez, ils sont dans une situation difficile, sous un régime difficile. Alors nous y sommes, des pourparlers directs, l'amorce d'une négociation, c'est ce que voulait Trump depuis des mois. Je rappelle, Gaël, je vais commencer avec vous, que lors de son premier mandat, c'est lui qui avait claqué la porte à l'accord. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? L'Iran est affaibli considérablement. Et puis la lassitude de la population iranienne, qui, n'oublions pas, dans l'espace arabo-musulman, est peut-être la population la plus américanophile. Il y a une très forte diaspora iranienne aux États-Unis.
qui est contre le régime et qui doit donc appuyer les États-Unis dans une sorte de bras de fer avec Téhéran. Ce qui a changé aussi, c'est la politique américaine, c'est-à-dire qu'on a plutôt, a priori, plutôt des durs au pouvoir à Washington et plutôt des durs au pouvoir en Iran. Je pense notamment au guide. Et donc, c'est peut-être une chance. Parce que quand vous faites un accord entre un modéré et un dur, celui qui arrive derrière le modéré, il va tout casser. C'est ce qui est arrivé avec Trump. Là, Téhéran saisit la balle au bond parce que Téhéran ne va pas bien, sur le plan stratégique, sur le plan économique surtout. Vous avez bien vu que l'Iran se replie sur ses propres frontières. Et donc, pour l'Iran, c'est important de négocier maintenant, pour garder l'essentiel, le régime, le territoire, l'intégrité, etc. Et puis faire lever les sanctions. Et pour les États-Unis, on donne une chance à l'Iran, puisqu'on dit on va prendre un peu de temps. Et c'est une manière de faire comprendre à Téhéran que voilà, cette opportunité, il va falloir la saisir. Les relations entre les États-Unis et l'Iran ont toujours existé, même s'il y a eu des ruptures, etc. Mais c'est passé par la Suisse, l'Angleterre, etc. Donc ça a toujours existé. Et n'oublions pas, et ça c'est très important pour les États-Unis, le bastion des États-Unis durant la guerre froide au Proche-Orient, c'était l'Iran. C'est pas la Turquie, c'est devenu la Turquie après la révolution en Iran, mais c'était l'Iran. Et qui contrôle l'Iran contrôle une grande partie de cet espace. Alors justement, Patricia, que veut Donald Trump? Que veut-il obtenir? Jusqu'où peut-il aller en fait? Alors, bah oui, parce qu'il est question d'accords militaires. Je ne sais absolument pas lire dans le marc de café. Tout ce que je peux dire, c'est que l'Ukraine, alors il est à Moscou en ce moment, son envoyé spécial. Steve Witkoff va passer de Moscou d'ailleurs à Oman. Donc on va bien voir voilà, ce qui s'est aussi dealé avec peut-être les Russes sur la question. Bon. Mais enfin bref, pour l'instant, l'Ukraine est un peu au ralenti. Gaza, le mot qu'on puisse dire, c'est la situation est catastrophique et la paix annoncée tarde à venir. Donc il reste maintenant l'Iran. L'Iran, si on veut être très, très factuel, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, donc je ne reviendrai pas dessus. Là, on va voir qui va se rencontrer, quels sont les hommes en face. On a effectivement Witkoff, homme d'affaires, qui est dans le forcing et dans le deal. Et puis on a en face un Aragachi qui a déjà participé, qui est ministre des Affaires étrangères, qui a déjà participé aux anciennes négociations qui avaient donné ce fameux accord sur le nucléaire qu'a dénoncé Donald Trump. Donc, quelqu'un qui connaît parfaitement le dossier, qui obéit totalement au guide et qui, quand on se trouve face à des Iraniens, c'est dur de discuter avec des Russes, mais alors discuter avec des Iraniens et des diplomates d'Iraniens, c'est une autre paire de manches. Donc, déjà, c'est l'affrontement de deux conceptions totalement différentes, je dis même pas du monde, de deux conceptions de la rencontre verbale. Après, c'est aussi deux conceptions complètement différentes du monde. L'Iran ne s'imagine pas, aujourd'hui en tout cas, abandonner son programme nucléaire. S'il y a bien une seule chose qui fait une unité en Iran, c'est assez paradoxal, Dieu sait si le guide est totalement remis en cause, enfin, le pays est totalement contesté à part une toute petite minorité, mais sur la question nucléaire, les Iraniens sont assez unis. Ils ne voient pas pourquoi on les priverait de ces armes, alors que cette arme, les Pakistanais l'ont obtenue dans toute illégalité, les Indiens pareil. Donc pourquoi l'Iran ne l'aurait pas? Donc là, il y a une unité quand même à l'intérieur du pays. Mais reste que l'Iran est à genoux, et des gens finiraient par là, à genoux économiquement, à genoux politiquement. Enfin, c'est très difficile effectivement aujourd'hui. Et signe des difficultés iraniennes, les milices, entre guillemets, pro-iraniennes, qui sont très puissantes en Irak, ont dit vouloir accepter de se ranger, de réintégrer l'armée officielle irakienne. Ce mouvement et cette annonce n'auraient été pas possibles sans un ordre venant du plus haut niveau de l'État, du guide. Donc ça prouve bien que l'Iran veut se désengager et apparaître moins déstabilisateur, ce qu'il est accusé dans la zone. Bon. Et puis si ça ne marche pas, eh bien, il y a des B-2 qui sont arrivés dans l'océan Indien. Voilà. Et ces B-2, c'est un clin d'œil de Trump à l'Iran en disant nos B-2, ils peuvent aider les Israéliens à venir en finir avec votre arsenal nucléaire. Ziad, je le disais, c'est vrai que cette annonce a été faite alors que Benjamin Netanyahou était dans le bureau ovale avec Donald Trump. On imagine qu'il n'y a pas d'accord qui peut se conclure sans, non pas l'aval, mais en tous les cas, le regard israélien sur la question.
Oui, alors en même temps, c'est assez spectaculaire cette séquence, hein, parce que parce qu'on sent que le Premier ministre israélien est un peu cueilli à froid, parce que lui, sa stratégie, elle est claire sur l'Iran. Bon, la destruction des proxys, en particulier le Hezbollah, le soutien aux États-Unis sur la campagne Houthi, etc. Donc tout ça, on y va et on y va à fond par toute mesure possible de déstabilisation, etc. Et Trump, encore une fois, fait du Trump. Il y a une logique. La guerre, c'est son dernier... C'est sa dernière option. Et donc, il dit, moi, je parle avec eux. Et il a ce discours un peu surréaliste. C'est des gens très bien, très intelligents. Bon, ils sont mal gouvernés. Mais c'est très bien, avec ces phrases un peu raccourcies. Donc, je pense qu'il y a... Et puis, là, on est dans un monde aussi où l'appareil militaro-diplomatique américain n'est pas complètement détruit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui sortent pas des idées à la Navarro sur « tiens, on va taxer les gens à 350%. » Donc il y a quand même, malgré les nominations un peu surprenantes, il y a un appareil qui réfléchit et qui lui dit « la guerre, c'est pas si simple. » Il y a deux écoles, hein. Il y a quand même les faucons qui veulent y aller. Hein. Oui, mais les faucons, ils parlent. Mais quand on va sur les plans, quand on va faire bouger les B-2, soi-disant traverser la moitié du Moyen-Orient, tout ça, c'est très, très compliqué, c'est pas simple. Les Iraniens sont fragiles. Bien sûr, ils seront bombardés, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront défaits, ça ne veut pas dire qu'on va les envahir avec des troupes au sol. Donc tout ça, c'est un grand film qu'on alimente, mais sur lequel, militairement, c'est quand même... alors après, il manquerait plus que ça. Ça serait la déstabilisation complète du monde, parce que évidemment, les Russes auraient une position, les Chinois auraient une position, les chiites auraient une position, les fractures dans le monde arabe seraient terribles, parce qu'il y aurait les pros et les antis. Donc c'est une catastrophe. Et je pense que malgré tout, il le sait. Et il pense qu'il est suffisamment smart et suffisamment malin pour avoir un deal, maintenant, avec les Iraniens, en leur disant « vous laissez tomber l'arme nucléaire ». Et là, on retombe dans ce que tu disais, c'est-à-dire que pour les Iraniens, c'est un no-go, surtout si on n'a pas un accord stratégique avec Israël. Et ça aussi, c'est un no-go, parce que... Comme vous le disiez dans votre question, l'éléphant dans le magasin de porcelaine de cette discussion, c'est l'Israël. C'est-à-dire pour les Israéliens, il n'y a pas de discussion en Iran sans eux. Et donc c'est là qu'on va voir le talent du deal maker. Mais franchement, je pense que, enfin, je me trompe peut-être, et si je me trompe, c'est très grave. Je pense que la discussion militaire est largement pour le moment de l'esbrouf qui vient mettre la pression sur la discussion diplomatique. Alors, moi je pense que c'est pour mettre la pression, mais il y a une vraie carte militaire. Donald Trump, c'est quand même celui qui n'a pas hésité à aller donner l'ordre pour assassiner Soleimani, le général, le grand général irakien en Irak, à Bagdad. Hein. C'est lui aussi qui a donné l'ordre, qui a dit vous pouvez bombarder ces sites chimiques en Syrie. A envoyé ses propres avions pour bombarder les sites chimiques. Alors tout le monde pensait que si on touchait à des sites chimiques en Syrie, c'était la fin du monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'Obama n'y était pas allé. Donc c'est un homme qui quand même pense que ses interventions militaires ne vont pas déclencher la troisième guerre ou la quatrième guerre mondiale. Je pense qu'il en est... Il n'aime pas la guerre, je suis entièrement d'accord avec Ziad, mais il est capable de gestes guerriers qui peuvent nous surprendre, d'autant s'il les sous-traite à Israël. Vous aviez un mot à ajouter avant qu'on passe à l'or. Je vais être un petit peu, un peu plus nuancé que mes deux consoeurs confrères. Je pense que l'Iran, qui est une bête blessée aujourd'hui, peut être dangereux, parce que l'Iran est un pays qui est replié sur ses frontières. C'est une puissance régionale qui compte, qui a un arsenal militaire, certes un peu vétuste, mais ça peut faire beaucoup de dégâts encore. N'oubliez pas ce qui s'est passé il y a quelque temps lorsqu'ils ont frappé Israël. Tout le monde a dit que c'était pas important. Enfin, beaucoup ont dit que c'était pas important, que c'était juste un test comme ça, mais ça a mieux marché que prévu. C'était une démonstration de force. En plus, donc ne prenons pas ça à la légère. N'oublions pas non plus que les États-Unis sortent de deux conflits très meurtriers et vaincus, c'est-à-dire l'Afghanistan et l'Irak. N'oublions jamais ça. Quand Trump dit Make America Great Again, ça veut dire qu'on part de quelque chose qui n'est pas great again, qui veut dire qui est assez bas. C'est un peu comme si on était en 76-77 après la défaite américaine au Vietnam.
Et imaginez un Trump à l'époque. Donc aujourd'hui, on ne sait pas. Et je rejoins ce que dit Patricia quand elle parle de bombardements aériens. C'est possible. Mais ce n'est pas avec des bombardements aériens qu'on va changer un régime et qu'on va arriver avec le drapeau américain. Une démonstration de force. Donc, c'est très important. Il n'y aura pas d'opération au sol. La Ziad a, je pense, entièrement raison. Et l'Iran a une capacité... C'est immense. C'est immense. Oui. L'Iran a une capacité de nuisance sur les pays du Golfe, sur l'Azerbaïdjan et sur d'autres pays. Et donc, je pense qu'on est dans un bras de fer, encore une fois, de négociation. Et j'espère qu'on va sortir assez vite de ces négociations. Les alliés d'Israël et des États-Unis, que sont les Émirats arabes unis, sont à 60 km d'un tir de missile. C'est juste... La base américaine est là tout près aussi. Et à Doha, au Qatar. Alors non, mais les Qataris ont une relation avec les Iraniens qui est beaucoup plus complexe. Oui. Laure, ça donne quoi, Valérie? Oui, je vais vous montrer 2 dessins. Un premier dessin du dessinateur brésilien Amorim que je trouve intéressant parce qu'on va le voir, j'imagine, à l'écran dans quelques secondes. Voilà, il montre comment, en pleine guerre commerciale, Trump sait toujours aussi faire diversion et passer à autre chose et donc potentiellement aussi créer un nouveau bazar, n'est-ce pas? Et puis cet autre dessin de la jeune dessinatrice française Victoria Grenier, qui fait, ma foi, le point de la situation à ce stade. On ne peut pas en dire grand-chose de plus. Nucléaire, Trump en discussion directe avec l'Iran. Et on verra qui est la plus grosse ogive nucléaire, s'entend bien sûr, mais vous voyez aussi la disproportion des personnages qui vient planter le décor. Et parce que nous parlons de l'Iran, nous souhaitions vous rappeler que 2 Français sont toujours détenus dans le pays, par le pays, dans des conditions très difficiles dans la prison d'Evin, Jacques Paris et Cécile Kohler. Le couple avait été arrêté sur le chemin de l'aéroport il y a près de 3 ans, au terme d'un voyage touristique, et leur état de santé préoccupe particulièrement. Nous ne les oublions pas, comme nous l'avions déjà dit pour d'autres otages, d'autres Français détenus par d'autres pays à l'étranger, et donc on reste mobilisés. Le dernier thème que nous souhaitions aborder, il reste encore quelques minutes, c'était la Turquie. Est-elle en train de plonger dans une dictature ou bien de s'en libérer? La mobilisation en soutien au principal adversaire du président Erdogan ne faiblit pas dans les grandes métropoles, mais aussi dans des bastions électoraux de l'AKP, une contestation que les autorités tentent de réprimer sans succès pour l'instant. Ekrem İmamoğlu s'apprête à être jugé dans plusieurs affaires. Je vous propose d'écouter le chef du CHP, Ozur Özel. Nous devons faire tout notre possible pour qu'Ekrem İmamoğlu devienne candidat, parce que le peuple le veut et c'est le candidat suffisamment fort pour vaincre Erdogan. En fait, un sondage que j'ai reçu hier montre qu'il battrait Erdogan par une marge très nette au premier tour. Les récents développements ont fait chuter Erdogan davantage. Ekrem İmamoğlu a considérablement progressé. Alors est-ce que, Ziad, comme le dit l'opposition, nous sommes en train d'assister à un coup d'État à l'envers? Bon, d'abord, là c'est très frappant parce qu'ils arrêtent l'opposant populaire, maire d'Istanbul, 2 fois vainqueur de l'élection, parce que la première ayant été invalidée, il a regagné juste après, ce qui était quand même l'humiliation pour l'AKP. Mais le mouvement d'autoritarisme en Turquie, il est déjà enclenché depuis le coup d'État en réalité, la fameuse tentative de coup d'État. Et c'était déjà un peu le cas avant, et après, là, on a vraiment vissé tout, etc. Mais la réalité aussi, c'est qu'on est en fin de règne. Donc, on peut mettre les gens en prison, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est quand même la fin. C'est la fin de ce moment-là. Alors, est-ce qu'il y aura au sein de l'AKP des nouvelles personnalités qui pourront émerger? Est-ce que İmamoğlu va sortir de prison? Mais tout ça, on n'en sait rien. On est dans un moment de fin de règne, dans un grand pays qui est un pays de l'OTAN, qui est notre frontière sud, qui est à côté de nous, dont d'ailleurs on parle de manière très comme ça, un petit peu comme si c'était à l'autre bout du monde. Non, c'est juste là. Et la Syrie, Israël, l'Iran, enfin ils sont au centre de tout, eux aussi. Le conflit ukrainien, la relation avec Moscou, donc voilà. C'est vrai que c'est la fin, Patricia, d'un règne hyper présidentiel, mais on n'est pas certain qu'on ne va pas renforcer, qu'il ne va pas être capable de renforcer son autocratie et on n'est pas certain que la rue va pouvoir imposer la démocratie. En fait, on a l'impression que cette opposition-là, qui est presque muselée, parce qu'il essaye de s'attaquer aussi directement au parti, pas seulement à son candidat, et le dernier bastion de la démocratie en Turquie, d'où l'importance de ce qui est en train de se jouer en ce moment.
Alors, je vais essayer de faire preuve de nuance dans mon commentaire, mais ce que je voudrais juste souligner, c'est que dans ce qui se passe aujourd'hui en Turquie, moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup. On ne cesse de dire... on a tous des enfants autour de cette table. Oui, la génération TikTok, elle est nulle, elle n'est pas impliquée politiquement. Et ce qui se passe en Turquie, c'est qu'on voit à l'inverse de 2013, souvenez-vous, il y avait eu des mouvements aussi de protestation. C'était pas cette jeunesse-là qui était aussi en avant. Là, ils sont totalement en avant. Et en plus, quand on les interroge et quand on leur demande que les manifestants, mais même ceux qui ne vont pas manifester, hein, qui soient à la limite, j'ai envie de dire, de droite et de gauche, si je peux simplifier à l'excès, eh bien, cette jeunesse est totalement porteur de valeurs qui nous sont très proches. C'est-à-dire droits de l'homme, égalité, justice, fraternité, enfin des choses qui sont pratiquement, qui sont presque tombées en désuétude dans nos démocraties occidentales et qui nous manquent terriblement aujourd'hui. Et elle est porteuse de ça, elle est porteuse de cette demande-là. Alors à 80%, à 70% selon les questions qui est posée à cette tranche d'âge, hein, qui va jusqu'à 30 ans. Et je trouve qu'effectivement, c'est... bon, ben voilà, c'est très... Je ne dirais pas que c'est rassurant pour elle, parce qu'une autocratie comme celle qui est au pouvoir en Turquie, qui a des prisons célèbres et qui a des moyens de répression tout aussi célèbres, et va-t-elle réussir à mettre son peuple, ce peuple-là, au silence ? C'est tout l'enjeu qui dépasse totalement le maire d'Istanbul, à mon avis. Et c'est vrai que c'est ça qui impressionne, Gaët, c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les grandes métropoles qui se mobilisent, les grandes villes, c'est partout dans le pays, un pays qui est beaucoup plus rural que tenait en principe l'AKP. Alors, usure du pouvoir, oui. Fin de règne, permettez-moi d'en douter. D'abord parce que le président Erdogan, à chaque fois qu'il se présente, il gagne a priori, et il gagne sans vraiment frauder, parce qu'il jouit d'une véritable base sociale. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger. Deuxièmement, il y a en Turquie une tradition de contestation. Patricia, je pense que Patricia 2013. Parlait du mouvement de Gezi, 2013, mais on peut remonter à 1908 et avant, et d'autres mouvements qui ont lieu depuis toute l'histoire de la République de Turquie depuis 1923, et donc, ou même avant avec la fin de l'Empire ottoman. Mais il n'y a pas de tradition de révolution, parce que 1908, ce n'était pas une révolution, c'était plus un pronunciamento ou un mini coup d'État qu'autre chose. La vraie question, c'est est-ce que ce mouvement a les ressources ou pas pour durer ? Et j'ai bien aimé leur stratégie de procéder par rotation de villes pour voir si le mouvement était d'ampleur juste, je dirais, Istanbul ou les grandes villes, ou l'ensemble du territoire turc. Effectivement, dans les villes reculées, où on peut parler plutôt de base sociale de l'AKP, ça bouge aussi. Et je crois aussi que le CHP voudrait, ou exige du moins, une élection présidentielle anticipée. Ce qui pourrait permettre de débloquer la situation et de profiter d'un moment d'impopularité d'Erdogan pour justement en finir avec le régime de l'AKP. Mais rien n'est sûr. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Erdogan a laminé l'ensemble des corps intermédiaires dans la société turque. Il a le contrôle de l'armée, il a le contrôle de la justice, il a le contrôle de l'éducation nationale, il a le contrôle de la police, il a le contrôle des médias. Donc soit ce modèle ou cette architecture se lézarde de l'intérieur et qu'il y a des tensions et que finalement le mouvement profite, soit ce système Erdogan tient et à ce moment-là s'en prend aux manifestants et aux leaders de la contestation, et là il les divise aussi. Donc c'est très difficile, je préfère rester plutôt prudent. Et aujourd'hui, la preuve qu'il faut rester prudent, et la preuve aussi que le mouvement est un petit peu dans l'expectative, c'est qu'à part descendre dans la rue et crier stop à Erdogan ou liberté pour Imamoglu, il y a eu cette primaire quand même du CHP qui a montré... Oui, mais ça c'était au début du mouvement. Maintenant, il faut penser à la mobilisation. Avec quoi on mobilise ? Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est naturellement une fin de règne. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on n'est pas au-dessus des règles de la vie. Il est au pouvoir depuis... 2002-2003. 2002-2003, il a l'âge qu'il a. Les gens de l'AKP savent
Et il suffit de regarder un peu ce que disent même ceux qui ont été éloignés du pouvoir, mais il y a quand même dans l'AKP des gens qui disent que c'est pas la bonne voie. Il y a des gens dans l'AKP qui se disent peut-être qu'il faut commencer à réfléchir. C'est la structure interne qui se disloque. Oui, et puis les gens ont des ambitions. Les gens se disent qu'il peut y avoir une vie après lui, surtout qu'il faut qu'il y ait une vie après lui. C'est ces mécanismes de fin de système qu'on retrouve souvent quand le grand chef, parce qu'il est quand même grand chef, s'affaiblit par le temps. Par le temps. Et l'usure. Et le fait que ça fait 25 ans que ça dure et qu'il rompt les contrats tacites aussi. Parce que jusque-là, on l'a laissé faire, mais les élections, c'était des élections. D'un seul coup, il vire le principal candidat qui peut le battre. Et là, on n'est plus dans le contrat tacite il y a des élections. Mais Ziad, 30 secondes, Ziad, j'adorerais que tu aies raison. Oui. Mais je pense que je partagerai ton point de vue dès lors qu'on verra son édifice se lézarder. Et pour l'instant, il n'y a pas de signe de fracture au sein du clan Erdogan. Laure. 3 dessins. Un premier dessin du dessinateur français Cambon, que j'aime beaucoup. La trouvaille, elle est simple, elle est efficace, mais elle fait mouche. Début du procès d'Ekrem İmamoğlu, on a dit que c'était repoussé à juin. Mais j'ai confiance en l'injustice de mon pays, surtout quand il fait l'injustice lui-même. J'aime particulièrement les narines dilatées de son Erdogan, qui est très ressemblant. Cet autre dessin du dessinateur français Millon, une scène bien trouvée qui plante aussi bien le décor du régime répressif qu'est la Turquie. Erdogan veut porter plainte contre l'opposition. Vous êtes sûr? Ils sont déjà tous en prison, disent ses gardes au président. Et puis pour terminer, un dessin de la dessinatrice turque Zehra Omeroglu qui montre que les citoyens continuent malgré tout de manifester, malgré les risques encourus, puisque certains sont évidemment en garde à vue encore à l'heure qu'il est, et qu'ils ne veulent pas se laisser voler leur démocratie. Donc je trouve que c'est à la fois un dessin lucide, parce qu'ils connaissent la situation, mais résolu, et que c'est un peu à l'image des citoyens des Turcs qui sont en ce moment dans la rue. Je vous remercie beaucoup, Laure, de nous avoir présenté tous ces dessins. Gaëtz, merci d'être venu sur ce plateau. Patricia et Ziad, merci à vous pour ces éléments de réflexion. Une semaine dans le monde, c'est à retrouver sur notre site internet, sur les réseaux.